On ne va pas se mentir, c'est parti pour ce soir de réveillon de Noël. Pas de quoi sauter au plafond, mais c'est une bonne nouvelle que le gouvernement accueille sans rechigner en cette fin d'année morose. Le chômage recule légèrement au mois de novembre. 15 000 demandeurs d'emploi en moins. Est-ce le prémisse d'une année 2016 marquée par la fameuse inversion de la courbe? On en parle. Allez, c'est Noël. Les chrétiens sont attendus en nombre ce soir pour une messe de minuit sous haute surveillance. Comment assurer la sécurité des lieux de culte un mois et demi après les attentats? On posera la question. Avec qui aimeriez-vous réveillonner? Un sondage Odoxa pour iTélé révèle que le plus grand nombre de Français interrogés choisissent Alain Juppé comme personnalité politique pour passer le soir de Noël. Faut-il s'en étonner? Vous réagirez. Vous réagissez d'ailleurs vous sur Twitter avec le hashtag ONVPSM comme on ne va pas se mentir. Nos invités de Noël, je vous les présente. Bonsoir à tous les quatre. Je vais commencer par nos invités politiques avec vous, Nadège Abo-Mangoli, porte-parole du PS et vice-présidente du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Bonsoir, et bienvenue. Et Philippe Dominati face à vous, bonsoir. Sénateur de Paris, Les Républicains. Et puis pour la société civile, vous avez à côté de vous Judith Vintraud, bonsoir, journaliste politique au Figaro. Et puis Bernard Vivier, bonsoir à vous et bienvenue, directeur de l'Institut supérieur du travail. Ça tombe bien parce que notre premier thème vous concerne directement. C'est une légère embellie. La France compte donc 15 000 chômeurs de moins au mois de novembre, une baisse de 0,4%. Pas de quoi pavoiser, mais la ministre du Travail avait tout de même le sourire aujourd'hui. Nous sommes sur une baisse. Cela montre que la confiance des entreprises revient progressivement. Cela montre également que, après plusieurs années de destruction d'emplois, nous avons aujourd'hui, depuis un an, 40 000 créations nettes, mais que ces embauches se font aujourd'hui sur des contrats courts. Nous sommes dans une phase de stabilisation du chômage, puisque sur les 3 derniers mois, le chômage n'a augmenté que de 0,1%. Bernard Vivier, est-ce que vous pensez qu'on est dans une phase de stabilisation avant une année d'inversion de la courbe? Le pari de François Hollande d'inverser la courbe du chômage n'est pas un pari perdu à l'avance. Parce que la reprise économique... Vous y croyez encore? Pardon? Vous y croyez encore? Oui, c'est possible. Parce que la reprise économique est là. Les entreprises aujourd'hui restaurent leur marge, mais la restaurent pour investir. Et c'est nécessaire parce que la compétition internationale est là. Il faut être compétitif. Donc, l'embauche n'est pas encore au rendez-vous. Mais si la reprise, et toute la question est là, c'est pas Myriam El Khomri qui a la réponse, c'est Emmanuel Macron. Si la reprise est là, effectivement, nous pouvons en 2016 progressivement atténuer la courbe du chômage et améliorer la situation de l'emploi. Judith Vintraud, vous y croyez à l'inversion pour 2016? De toute façon, la promesse était à la fin de l'année, donc pour ça c'est fichu. Une partie de la promesse est fichue. Emmanuel Macron a la réponse, certes, mais pas en tant que ministre de l'économie provoquant de la croissance, en tant que ministre de l'économie libéralisant le marché du travail afin que la France puisse profiter, comme ses voisins le font, comme tous ses voisins le font, parce que ce qui est marquant dans la situation de la France, c'est qu'on profite moins de la reprise extérieure que tout le monde. Donc malgré, moi je suis ravie pour les 15 000 personnes, 17 500 si on compte l'outre-mer, qui ont retrouvé un travail, c'est très important pour elles, c'est très important même pour le moral du pays, de leur famille, mais ça fait toujours 700 000 chômeurs en plus depuis le début du quinquennat. 150 000 depuis 3 ans. De François Hollande, donc c'est un très mauvais chiffre. Et puis surtout, la France est à la traîne de toute l'Europe. Alors, Nadège Abo-Mangoli, c'est quand même une bonne nouvelle pour le gouvernement. Il n'y en a pas tant que ça en ce moment, donc on imagine que le gouvernement s'en satisfait. Est-ce que François Hollande peut préparer sa candidature pour 2017 tranquillement? Alors, déjà, c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement, mais surtout, avant tout, pour les Français, donc d'abord qui ont un emploi, et puis pour le moral des Français qui ces dernières semaines est quand même au plus bas. Donc moi je pense qu'il y a aussi un certain nombre de choses à mettre en place. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la libéralisation du marché du travail. D'abord, c'est une réforme du marché du travail. Il y a différents éléments qui seront mis les uns aux côtés des autres, comme également le développement de l'apprentissage. Myriam El Khomri en a beaucoup parlé. Et puis, c'est aussi un signe de stabilisation. Stabilisation avant les prévisions de l'INSEE pour le début de l'année, qui parlent également de baisse un peu plus importante. Et donc, le pari de François Hollande, d'abord, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Moi, je pense que tout est mis en place à ce stade pour ne pas désespérer. Philippe Dominati, c'est le pacte républicain la solution? Oui, écoutez, de toute manière, le pari, tout dépend du départ de la courbe. En réalité, c'est 21% d'augmentation de chômeurs depuis qu'il est président de la République.
Je crois que c'est quand même encore une progression sur cette année de 2,5%. Sur les 12 derniers mois. Et effectivement, il y a un embelli de croissance en Europe. La France en fait partie, n'est pas parmi les pays où la croissance est la plus dynamique. Malheureusement, on a un taux de chômage très important par rapport à nos voisins, je dirais à l'exception peut-être de l'Espagne. Donc effectivement, si on prend dans le sens de la courbe, l'Espagne fait mieux que nous. Certes, elle part de beaucoup plus haut, mais elle fait mieux que nous. Oui. Donc, ce qui fait que effectivement, si on va prendre les derniers mois ou les dernières semaines, on aura toujours un moment où la courbe va s'inverser. Alors, la baisse du chômage, c'est toujours une très bonne nouvelle, effectivement. Le ministre met beaucoup d'enthousiasme, mais ce n'est quand même que la troisième ministre en l'espace de 4 ans qui s'occupe de cette priorité normalement gouvernementale. Il y a un turnover dans les postes ministériels pour un sujet aussi important que celui-là, qui est pour le moins étonnant. Alors, il y a quand même une nouvelle à noter, c'est le chômage des jeunes qui baisse celui-là assez durablement, moins 6 000 jeunes chômeurs sur un mois, moins 4,5% sur un an. Est-ce que ça veut dire que les outils qui sont mis en place par le gouvernement, vous parliez de l'apprentissage tout à l'heure, et il y a la garantie jeune, les emplois d'avenir, est-ce que ça marche ? Ils sont nettement insuffisants, ces outils, mais très nettement insuffisants. Il y avait eu un effort fait sous le président de la République précédent, Nicolas Sarkozy. Ce travail avait été un peu détricoté par François Hollande, qui aujourd'hui s'aperçoit qu'il faut remettre des efforts sur l'apprentissage. Ce sont d'ailleurs des mesures qui vont être annoncées le mois prochain, au mois de janvier. Oui, c'est important, et nous avons d'autres mesures à faire aussi pour encourager l'emploi des jeunes. Cibler les aides sur les bas salaires. Nous avons aujourd'hui une politique économique d'encouragement des entreprises tous azimuts. Ce n'est pas suffisamment ciblé. Nous avons en fait peu de moyens. Donc il faut mieux les cibler. Et la formation, l'apprentissage, la formation professionnelle qui a été très déstructurée ces derniers mois, l'année 2015 est une année catastrophique pour la formation professionnelle continue, tout ceci demande à être mis en compte. Évidemment, ce n'est pas sur le trimestre, c'est même pas sur l'année que tout ça va se jouer, c'est sur le long terme. Et puis arrêtons de penser que c'est un ministre, un gouvernement de droite ou de gauche qui fait l'emploi. C'est le client qui remplit le carnet de commande d'une entreprise. L'entreprise doit être compétitive. Oui, bien sûr, il y a des inflexions, mais les politiques de l'emploi doivent être surtout des politiques d'incitation à rendre les entreprises compétitives. Donc effectivement, donner aux entreprises la capacité d'embaucher, de licencier aussi, parce que on a un marché du travail, oui, très réactif, et en même temps en sécurisant les parcours professionnels. Oui, ça c'est de la pure politique. Hein. Si un ministre ne le décide pas, qui peut le décider? Non, simplement, à votre question, effectivement, l'apprentissage, un gros effort va être fait, mais on ne peut pas en mesurer les effets. Pour la bonne et simple raison que ça va être annoncé en janvier. En revanche, ce dont on mesure les effets, et c'est pourquoi le chômage des jeunes diminue bien plus que celui des autres catégories, la durée du chômage pour les chômeurs de longue durée s'allonge encore. Elle est une des plus longues d'Europe. Oui. Et le chômage des seniors s'aggrave encore. Donc c'est vraiment les jeunes qui bénéficient de cette embellie. Pourquoi? Parce que les contrats aidés ont ciblé prioritairement les jeunes. C'est d'ailleurs un débat. Ça veut dire qu'il faut mettre d'autres outils pour les seniors spécifiquement, pour les chômeurs? Je pense, oui. On peut pas laisser aider les contrats courts. On peut pas laisser deux catégories comme ça complètement à l'abandon. Or là, elles partent à la dérive. Alors, est-ce que vous y croyez à ce pacte républicain qu'a proposé Jean-Pierre Raffarin? Et quelle pierre vous allez apporter pour aider le gouvernement? Non, je ne crois pas au pacte républicain tel que proposé par Raffarin. Ça a été dit, ce sont les entreprises qui comptent. C'est rarement une politique gouvernementale. C'est dans l'interventionnisme gouvernemental que l'on pense depuis des années en France que l'on peut créer des emplois. En réalité, il faut créer des entreprises et des entreprises qui embauchent. Et c'est vrai qu'en France, nous avons besoin d'une inflexion politique pour une politique plus libérale. Ça, c'est très clair. Et ce n'est que si nous avons des entreprises compétitives et qui ne sont pas surtaxées, comme elles le sont depuis 2009, pratiquement, après la crise, tous les pays ont baissé la fiscalité des entreprises, sauf la France. C'est une réalité. Les grands pays ont essayé de rendre leurs entreprises plus compétitives pour créer des emplois et évidemment dynamiser le marché du travail. En France, nous avons augmenté les charges de 5% depuis cette période. Et donc, les entrepreneurs doivent être encouragés par un ensemble de mesures, et ce n'est que comme cela qu'on arrivera effectivement à créer de l'emploi. Et le pacte républicain n'est pas possible parce que la démonstration a été faite qu'il y a une incompréhension actuellement du pouvoir vis-à-vis du monde de l'entreprise. Bernard Vivier, je vous vois réagir.
Oui, de façon positive, aux propos qui viennent d'être tenus, ce sont les clients, les consommateurs, qui commandent aux entreprises. On le dit bien d'ailleurs, les carnets de commandes. Qui remplit le carnet de commandes? Donc les politiques servent à rien en fait. Donc ça sert à rien d'accabler François Hollande si le chômage ne baisse pas. C'est ça que vous nous dites? Non, parce qu'un gouvernement donne des inflexions, mais la reprise économique, elle est mondiale, elle est européenne. Donc nous avons, nous, à nous saisir dans ce courant général des bonnes opportunités, prendre les bonnes décisions. Mais ce sont des paquebots, ces mesures. Ce sont des mesures lentes qui ne produisent leurs effets que plusieurs trimestres ou plusieurs semestres après. Donc nous vivons un niveau de chômage inégalé, mais qui n'a jamais cessé de monter depuis 1974. Non, mais en fait, moi ce qui m'inquiète, enfin ce qui me déçoit un peu, c'est que vous focalisiez la santé des entreprises sur la fiscalité. On a quand même un gouvernement qui a mis en place un certain nombre de mesures pour cela, pour l'environnement dans des entreprises, pour l'investissement, le pacte compétitivité, le CICE. Donc c'est pas comme si on devait se focaliser uniquement sur la fiscalité. Il y a une volonté. Non, mais pas seulement. Purement de la fiscalité. Pas seulement. La fiscalité et en contrepartie, l'emploi, l'investissement. Donc en fait, nous, on se focalise vraiment sur l'environnement d'entreprise pour embaucher. Et notamment, lorsqu'on parle par la suite d'apprentissage, ce sera aussi en direction des entreprises pour leur permettre d'aller à fond sur ce terrain-là. Non, je voulais réagir sur l'histoire du paquebot. On raisonne en paquebot parce qu'en France, on est centralisateur et normatif. Tout passe par la loi et tout passe par en haut. L'idée de la libéralisation, c'est de passer par la négociation là où on passait par la loi. Et là, on se rend compte que ça va très vite, contrairement aux pesanteurs actuelles. Il ne faut pas être pessimiste là-dessus. Oui, c'est exact. Nous sommes dans un pays où l'État gère de façon massive l'économie. Alors que l'organisation du marché du travail, la définition du bon contrat de travail, les normes d'apprentissage, les normes ou les règles concernant la formation professionnelle continue, qui naturellement les fait ailleurs en Europe? Les partenaires sociaux, c'est-à-dire patronat et syndicats. Dans les branches professionnelles, on négocie. Dans la chimie, dans les banques, dans la métallurgie, on négocie. L'État ne fait dans ces pays-là que consacrer ce que les acteurs directement concernés ont fait. En France, nous avons un interventionnisme étatique qui étouffe les libertés d'entreprendre. Donc vous prônez un recul de l'État? Oui, mais pas un marché sauvage livré à lui-même. La régulation, elle est nécessaire, elle se fait entre acteurs concernés, c'est-à-dire patronat et syndicats. Et c'est ça notre faiblesse en France, c'est que la capacité, la confiance d'ailleurs entre partenaires sociaux n'est pas encore suffisamment réhabilitée. Philippe Dominati acquiesce. Ah oui, c'est même étonnant d'avoir un discours libéral un soir de réveillon, c'est Noël. C'est votre cadeau. Merveilleux. C'est votre cadeau pour Noël. Non, mais c'est effectivement cela. En réalité, nos entreprises souffrent d'essayer de trouver un modèle différent de nos voisins. Regardons ce qui se passe simplement chez nos voisins et on voit qu'effectivement la dynamique est là parce que les méthodes sont différentes. Et nous sommes arc-boutés sur un interventionnisme étatique qui trop souvent laisse penser que le politique peut dégager, je dirais, l'emploi et l'entrepreneur. Ce qui n'est pas le cas. C'est le cas sur la fixation de la fiscalité et d'autre part sur le code du travail, la souplesse. Et ça, c'est très important. On en parle beaucoup. Enfin, sur la durée du temps de travail et peut-être l'âge de la retraite. Ce voilà 4 paramètres qui nous différencient de nos voisins et sur lesquels on va être appelé de toute manière à intervenir pour modifier, je dirais, la trajectoire dans laquelle le pays est engagé. Alors, les outils sont insuffisants, nous disait tout à l'heure Bernard Vivier. Quelle sera l'arme secrète qui va être sortie en 2016 pour enfin inverser cette courbe et que François Hollande puisse se représenter, puisqu'on a bien compris que c'était quand même son objectif? L'arme secrète, si vous me demandez à moi, je ne la connais pas comme cela, mais effectivement, il a été annoncé qu'au début de l'année, au mois de janvier, un certain nombre de mesures, notamment concernant l'apprentissage, seraient annoncées. Je pense que surtout, l'idée... Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, mais surtout, déjà, ça s'accompagnera aussi du début de la prime d'activité. Donc il y a aussi l'emploi et le maintien dans l'emploi. Ça aussi, c'est un élément très important qu'on n'a pas abordé ce soir et qui concerne notamment
aussi les jeunes à partir de 18 ans. Donc il y a tous ces éléments-là qui vont être mis en place. C'est un combat que le président de la République, enfin, c'est son combat majeur pour 2016, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'était quand même la condition par laquelle il devait se représenter en 2017. Donc non, mais moi je pense qu'il faut continuer sur le chemin qui a été indiqué. Il y a une stabilisation, il y a effectivement une déception par rapport au niveau de croissance par rapport à la zone euro, on est un petit peu en dessous. Voilà, et puis tout ce qui sera mis en place devra aboutir. Persévérer. Persévérer. Voilà ce que vous dites. Vous restez persévérer, il faut rompre. Il faut rompre, nous dit Judith Vintraud. Bon, dans un instant, on va parler de Noël, du réveillon de Noël, de la messe de minuit. C'est en ce moment, ça commence. Regardez ces images en direct à Rome, place Saint-Pierre, le pape qui va célébrer la messe de minuit devant des milliers de fidèles. C'est évidemment une soirée de Noël sous très haute sécurité, un mois et demi après les attentats. On en parle dans un instant, juste après la pause. À tout de suite. On ne va pas se mentir, deuxième partie, messe de minuit sous très haute sécurité ce soir, un mois et demi après les attentats de Paris. 120 000 policiers, gendarmes et militaires sont mobilisés ces 24 et 25 décembre pour les célébrations de Noël. Des gardes statiques, des rondes sont organisées notamment autour de 1236 églises particulièrement concernées. Il va falloir montrer patte blanche à l'entrée des lieux de culte ce soir. Au programme, une filtration des entrées, fouille des sacs, ouverture des manteaux. Il sera interdit de rester debout au fond des églises, en tout cas de certaines églises, et les portes fermeront une fois toutes les places assises occupées. On ira à Notre-Dame dans un instant rejoindre Thomas Jarion pour voir le dispositif de sécurité qui est mis en place. Il y a 10 000 messes de Noël ce soir un peu partout. Est-ce que c'est un Noël particulièrement risqué? Judith Vintraud. Bah oui, étant donné le climat, évidemment, c'est un lieu de rassemblement, un rassemblement symbolique, un rassemblement chrétien. Tous les ingrédients sont malheureusement réunis, d'où des mesures de sécurité qui ont l'air à la hauteur. On n'est jamais à l'abri d'un attentat, mais enfin, visiblement, l'exécutif a pris la mesure du danger. Sans trahir de secret, sans trahir votre vie privée, est-ce que l'un de vous a planifié d'aller dans une messe de minuit ce soir? Non. Oui. Moi j'en viens. Je viens d'une messe des familles. Je dois vous dire qu'en entrant dans une église parisienne, il y avait une ambiance particulière. Des militaires, des services d'ordre, des fidèles qui organisaient le service d'ordre. Et puis à l'intérieur, une grande intensité de prière. Beaucoup de joie, beaucoup de force, de joie, d'espérance, de paix. Parce que la force des religions, c'est la force de la paix retrouvée entre les hommes, entre les peuples. Voilà. Et il y avait cette année, dans cette église, mais je pense dans quantité d'autres, une grande intensité de joie, de paix et d'espérance. Et une présence policière qui rassure, j'imagine, les Oui, présents. ça y est, ça c'était à l'extérieur. À l'intérieur, on oublie. Une religion, elle est faite pour rassembler, pas pour diviser, pas pour faire la guerre. Elle est faite pour donner la paix entre les hommes. Alors on va aller à la cathédrale Notre-Dame de Paris, retrouver Thomas Jarion qui est sur place. Bonsoir Thomas, pour la messe de minuit, est-ce qu'un très gros dispositif de sécurité est mis en place ? Oui, il y a un dispositif important de sécurité qui est mis en place. Ici, il y a 10 000 personnes qui sont attendues tout au long de la soirée, avec d'abord ce parvis de Notre-Dame. Pour y accéder, il faut montrer patte blanche. À l'entrée, il y a 4 sas de sécurité qui ont été installés. Les gendarmes demandent aux gens d'ouvrir leurs manteaux. On fouille également les sacs des gens qui viennent ici. Et puis, si vous êtes touriste, par exemple, et que vous venez prendre une photo ce soir de Noël, il y en a beaucoup ici, beaucoup de touristes étrangers. On va vous demander de prendre votre photo, de rester quelques secondes sur le parvis et puis très vite de quitter les lieux. Quant aux fidèles, on va leur demander de rentrer directement dans l'église. Aux portes de l'église, il y a un second contrôle qui est effectué. Là encore, on vérifie les manteaux, on vérifie les sacs. Preuve de l'attention toute particulière que porte l'État à cette soirée du 24 décembre. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, le ministère de l'Intérieur a envoyé une circulaire à tous les préfets en France, leur demandant une vigilance extrême autour des offices et des messes de Noël, avec une question évidemment: comment est-ce qu'on peut sécuriser au maximum des milliers de lieux de culte avec les forces déjà épuisées que compte la France? La réponse du ministère de l'Intérieur, ce sont avec des patrouilles de police, avec des gardes fixes comme il en existe ici, avec des militaires qui sont postés un peu partout autour du parvis de Notre-Dame. Et puis il y a certaines églises ici à Paris qui se sont adaptées, des églises qui ont engagé
bien, des personnels de sécurité pour pouvoir fouiller les fidèles à l'entrée. D'autres demandent à des bénévoles, des fidèles, de remplir ce rôle. Avec ce double enjeu, ce soir, fêter Noël religieusement, dans la paix, dans l'espérance. Ce sont les mots employés par le porte-parole des évêques de France. Et puis, garantir la sécurité de tous. Thomas, est-ce qu'il y a déjà beaucoup de monde? Est-ce qu'on s'attend à une affluence particulièrement importante pour ce Noël 2015? Oui, comme après finalement les attentats de janvier, c'est ce qu'ont dit les responsables religieux ces derniers jours. Il y avait après ces attentats de janvier, et il y a après ces attentats qui ont frappé la France le 13 novembre dernier, l'envie pour beaucoup de se retrouver dans un moment religieux, quelle que soit la religion d'ailleurs. Et ici, les gens sont plutôt rassurés d'ailleurs par ces forces de l'ordre. On ne sent pas non plus un climat de paranoïa générale, un climat de panique. Au contraire, justement, les gens veulent venir ici fêter normalement, s'il est possible de le faire, Noël ce soir. Merci Thomas. Thomas Jarion avec Benoît Robin à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Chaque évêché est désormais doté d'un référent sécurité qui est en contact permanent avec le directeur de cabinet du préfet. Philippe Dominati, est-ce que vous diriez, comme l'a dit Judith Vintraub tout à l'heure, que le gouvernement a pris la mesure de la menace? Il semblerait, parce qu'il faut rendre hommage aux agents de police et de gendarmerie, parce que c'est à peu près la moitié des effectifs de la police et de la gendarmerie. C'est 247 000 personnes, fonctionnaires. Et donc, si les chiffres que vous annoncez sont vrais, ça veut dire qu'un agent sur deux, ce soir, est de permanence. Deuxièmement, je dirais il est temps, parce que malheureusement, ces mesures auraient pu être prises dès janvier. Il y a eu un retard important, je dirais, tout au long de l'année, sur les problèmes de sécurité. Sur les lieux de culte, vous voulez dire? Pardon? Sur les lieux de culte ou en général? Non, en général, puisque le budget du ministère de l'Intérieur tel qu'il était présenté le 12 novembre, c'est-à-dire quelques heures avant l'attentat, c'était 0,1% d'augmentation, alors que le ministère de la Culture, par exemple, c'était plus 4%. C'était 1600 agents de sécurité en plus, alors que pour l'enseignement supérieur, c'était 11 200 agents en plus. C'était quelques heures avant le mois de novembre, et pourtant toute l'année 2015 avait vu un certain nombre d'alertes et de drames, notamment ceux de janvier, se dérouler, et pour autant, là aussi, il y a eu, je dirais, un certain retard à l'allumage. Il semblerait qu'enfin, les dispositions soient prises. Donc vous dites, c'est bien, mais c'est pas trop tôt. En même temps, le ministre de l'Intérieur a été clair, Nadège Abomangoli, 45 000 églises partout en France, 300 000 gendarmes et policiers en tout. C'est impossible de mettre un policier devant chaque église. C'est impossible de mettre un policier devant chaque église, mais en tout cas, moi, je me réjouis du dispositif de ce soir. Manifestement, il se met en place, selon le reportage que vous venez de diffuser, dans un climat plutôt apaisé, donc c'est plutôt positif. Et puis moi, j'ai pas envie de rentrer dans des polémiques là ce soir, au moment où certains vont fêter Noël. On a quand même rétabli un budget, on a rétabli des postes qui ont été supprimés. Voilà, il faut s'en réjouir. Là, c'est mis en place. Et puis, le fait qu'il ne pourra pas y avoir un policier derrière chaque citoyen, c'est aussi appeler à la vigilance citoyenne, au civisme. Je vois aussi qu'il y a des mouvements de solidarité, puisque des bénévoles se proposent aussi pour assurer la sécurité et la vigilance. Donc voilà, c'est positif. Des bénévoles musulmans même, c'est le cas à Lens, où des musulmans se sont portés bénévoles pour assurer la sécurité des églises de la ville. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, cet exemple? C'est très bien, c'est magnifique. Ça faudrait le multiplier, Bernard Vivier? Bien sûr, mais c'est ce que je me permettais de dire. Les religions sont là pour rapprocher les personnes entre elles, pas pour les diviser. Et elles sont là pour cela. Ça, c'est l'objectif, c'est pas toujours le cas. Ça existe, la théorie, oui. Ça existe plus souvent qu'on ne le pense, franchement. La religion chrétienne est une civilisation brigue une civilisation de l'amour. La religion juive, la religion musulmane vise à relier les personnes entre elles, pas les diviser. Et est-ce que les chrétiens se sentent particulièrement visés ce soir? Pas probablement, non, je ne pense pas. En tout cas, pour ma toute petite expérience, dans cette église, il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude. Pourtant, c'est une messe de Noël. Mais il n'y avait pas d'inquiétude, il n'y avait pas de lourdeur, il n'y avait pas de panique, de rentrée. Il y avait au contraire un sentiment très intense d'espérance et de paix, je le rappelle.
Vous disiez la sécurité est l'affaire de chacun. Je voudrais vous soumettre un dessin que j'ai vu dans Libération aujourd'hui, dessin de Willem, regardez, pour montrer effectivement, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété, vous me direz ce que vous en pensez vous. Voilà, déjouons les projets terroristes, là c'est Marie, Jésus et puis les animaux qui s'arment pour faire face aux terroristes. Est-ce que effectivement aujourd'hui la sécurité c'est l'affaire de tous, l'État à lui seul ne peut pas assurer la sécurité des Français? Oui, on voit ça dans les pays qui sont menacés tous les jours, comme en Israël, c'est très flagrant. Il n'y a pas un sac abandonné dans un bus sans que immédiatement quelqu'un prévienne, en l'occurrence le chauffeur ou un militaire c'est effectivement l'affaire de tout le monde et c'est un état d'esprit à prendre. Il faut aussi parvenir à ce que ça gâche pas la vie, que ce soit pas un sentiment morbide. Et en Israël, ils arrivent à faire ça, alors que vraiment la situation est très tendue avec les kamikazes qui se sont déchaînés ces derniers mois. Mais pour nous, c'est une révolution dans les mœurs. Ça veut dire renforcer la méfiance, voire la défiance les uns vis-à-vis des autres? Ça veut dire prendre conscience, rester calme, mais vigilant et ne rien laisser passer. Philippe Dominati. Oui, c'est évident, c'est devenu une priorité en 2015. Ça fait plus d'une décennie que les problèmes économiques interpellaient la société civile. En 2015, on voit bien que la sécurité est devenue probablement la première priorité des Français. Donc c'est un changement profond. Et il va falloir effectivement adapter la société française aux problèmes de sécurité. On a les moyens. On est le pays où le dimensionnement des effectifs en matière de sécurité est le plus important d'Europe par million d'habitants. Les moyens sont là. Oui, mais avec des forces en même temps qui sont à bout de souffle, qui sont mobilisées jour et nuit. C'est une question d'emploi. C'est peut-être d'organisation et d'emploi. Il faut recruter davantage de forces de sécurité. Non, c'est pas une question de recrutement, c'est une question de disposition. Lorsque vous avez 4 services de renseignement alors que les autres pays en ont qu'un seul, de renseignement intérieur par exemple, c'est une question d'organisation. Non, juste en termes de mobilisation individuelle, ça veut dire accessoirement qu'il ne faut pas râler parce que les contrôles dans les aéroports durent plus longtemps que d'habitude ou qu'on va bientôt demander aux gens, puisque dans les gares ça va être pareil, d'arriver beaucoup plus tôt, prendre leur train. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut l'endurer. Bernard Vivier. Non, mais de ce point de vue, quand même, on a constaté depuis janvier, même depuis le mois de novembre, il y a quand même de ce point de vue-là une bonne volonté de nos compatriotes, une compréhension. Moi, j'ai pas vu depuis que parce que maintenant c'est vraiment dans tous les magasins, les grandes surfaces, les lieux publics, les sacs, et je vois pas vraiment personne. Ouais, on entend quand même des gens dire quoi, va falloir venir 1h30 avant de prendre. On va dire que c'est l'esprit français, mais globalement, je trouve qu'il y a quand même un civisme et une dignité dans la période qu'il faut le relever. Allez, on va quand même parler un petit peu de la fête et du réveillon. Avec qui aimeriez-vous réveillonner ce soir de Noël? Alors, nous avons posé la question en français. Voici le résultat du sondage Odoxa pour iTélé et Paris Match. Vous allez nous dire s'il vous surprend. La première personnalité politique avec qui les Français interrogés aimeraient passer le réveillon de Noël, c'est Alain Juppé, 16%. Marion Maréchal-Le Pen arrive en second avec 15%. Troisième sur le podium, Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes surpris, Bernard Vivier? Non, ce sont des personnages très connus, qui sont soit très expérimentés, soit beaucoup plus récents en politique, mais qui tous incarnent une certaine fraîcheur, une certaine nouveauté dans leur programme, quelle que soit leur couleur politique. Pardon ? Même Alain Juppé ? Mais bien sûr. Alors pourquoi, à votre avis, il arrive en tête? Comment vous expliquez ce... Je ne suis pas spécialiste des questions politiques. Non, mais vous êtes citoyen, vous êtes électeur. Oui. Parce qu'il assure, il l'avait montré dans sa première prestation, le Juppé le retour, il assure une certaine sérénité, une certaine confiance, une certaine expérience avec les leçons des échecs et puis un projet qu'il est en train de construire. Mais d'autres personnages politiques, Manuel Valls, Macron aussi, Emmanuel Macron, ont cet apport de la nouveauté et de la solidité. Marion Maréchal-Le Pen aussi, et tout ceci dans des registres différents. Voilà. Elle est nouvelle, relativement nouvelle en politique. Nadège Banmongoli, comment vous expliquez le succès d'Alain Juppé? Ce sont les personnalités dont on a beaucoup parlé cette année. C'est vrai qu'Alain Juppé a fait un retour sur la scène politique. Il est maintenant un des favoris de la primaire Les Républicains. Donc c'est à peu près normal. Donc on parle des gens dont on parle beaucoup au cours de l'année. Ce sont ceux avec qui ils ont envie de passer la soirée de Noël. Oui, puis c'est vrai qu'à 16%, c'est pas non plus... Voilà, donc ça s'égalise c'est pas un plébiscite, c'est vrai. Mais ça s'égalise un petit peu, mais c'est peut-être le tonton sage de la soirée. Le tonton sage de la soirée. Philippe Dominati?
Ça veut dire qu'en tout cas, nos concitoyens sont raisraisonnables et ils sont sérieux, manifestement. Même en mettant souvent, on Marion critique Maréchal les Le Pen en élites, mais seconde je position. m'aperçois que dans les 3 premiers, il y a Macron, Juppé, c'est-à-dire des personnes qui parlent beaucoup, je dirais, d'économie et d'un certain nombre de sujets de société. Ça veut dire que l'économie, Donc, c'est la préoccupation principale des je Français. crois qu'elle demeure, oui, puisque la pauvreté a encore un peu augmenté cette année. On a vu qu'on n'est malheureusement pas très performant sur le chômage. Il y a quand même encore beaucoup de sujets économiques, malgré les inquiétudes liées à la sécurité, c'est clair. Marion Maréchal Le Pen en seconde position, Marine Le Pen en 4e position. Est-ce que c'était étonnant? Oui, alors ça peut peser sur l'avenir du Front National, parce que Marine Le Pen s'est débarrassée du problème que constituait son père. Là, il semblerait qu'elle en voit surgir un autre, et c'est pas simplement à cause de ce sondage que je le dis. On sait qu'il y a des divergences de fond, des divergences programmatiques entre elles. Marion Maréchal Le Pen, qui est traditionnaliste, catholique, anti-avortement, je crois, hein, sous réserve d'erreur, et un peu libérale. Et Marine Le Pen, qui n'a aucune opinion sur le mariage homosexuel et qui aimerait bien qu'on évite de lui poser la question, très antilibérale et anti-européenne et pour la sortie de l'euro. Donc la concurrence se précise. Alors pourquoi ce sondage? Pourquoi les résultats de ce sondage? On a posé la question aux Français dans la rue, écoutez. Jean-Louis Borloo, pour boire un coup, tout simplement. Avec Bernard Tapie. Pourquoi? Parce que Bernard Tapie est plein de vie, il a un esprit combatif. Mélenchon, voilà. Parce que c'est plus avec mes idées aussi. Je pense avec Macron, il doit être intéressant, curieux. Mais ce serait François Hollande, le président de la République, parce que je l'aime bien. Najat Vallaud-Belkacem, c'est ça? Oui. J'aimerais bien réunion avec elle. À l'Élysée. Une petite soirée avec Monsieur Hollande et tout ça. C'est pas tout à fait le même résultat que le sondage Odoxa. Vous aimeriez passer le réveillon de Noël avec qui? Parmi ceux-ci? Parmi les personnalités politiques, oui. Je ne sais pas. Chaque Noël a une personnalité différente. Mais plutôt dans votre famille? Pardon? Plutôt dans votre famille politique? Non, justement, il vaudrait mieux un peu changer et profiter pour échanger. Ma famille politique, je la connais bien, donc c'est l'occasion de faire des découvertes. Donc vous iriez peut-être passer Noël avec Nadège Amon-Mangoni. Vous aimeriez réveillonner avec qui? Mais pourquoi pas avec Emmanuel Macron? Intéressant, ce garçon. De la même façon, vous tendez la main à l'autre camp, c'est ça ou... Non. Vous le Un jeune, très sympathique, mignon. Voilà. Bernard Vivier? Si je peux me permettre, très court, 3 personnes. Celles qui sont carrément. des sages et qui essayent de bâtir des ponts. Mon vieil ami Jacques Godefrin, qui avait construit ou fait construire le pont de Millau. Bon. Philippe Bas, qui est aujourd'hui président de la commission des lois au Sénat et qui a besoin de beaucoup de sagesse pour faire voter des lois en ce moment. Et puis probablement celui avec qui ce soir j'aimerais bien dîner, je ne dînerai pas avec lui, c'est Roger Kuckerman, le président du CRIF. C'est un homme sage et un homme qui justement essaye de tendre la main vers les autres. Et vous, Judith Vintraube? Pareil, Emmanuel Macron, parce que je le connais peu et je trouve sa démarche passionnante. Alors, dans notre sondage Odoxa, François Hollande, il arrive en 7e position seulement, malgré ce qu'on a entendu dans ce petit Vox Pop. Et Nicolas Sarkozy, il est 5e ex aequo. Nicolas Sarkozy, il a un peu coiffé tout le monde au poteau, il a grillé la politesse, parce que normalement, on attend la fin de l'année pour présenter les vœux. Lui, le président des Républicains, il l'a fait dès aujourd'hui sur Internet. Et voilà ce que ça donne. On vous a coupé un extrait. Les miens, ce sera beaucoup de travail, beaucoup de présence sur le terrain, beaucoup de rencontres, beaucoup d'écoute et aussi beaucoup d'autorité pour essayer de mettre tout le monde dans la même direction. Voilà, beaucoup d'autorité, c'est ce qu'il souhaite en 2016. Oui, il a raison. Il a raison. Sur ce plan-là, il en manque un peu. D'autorité, on en manque un petit peu, oui. Il en manque ou lui, il en manque pas. Non, je crois que oui, ça va. Mais c'est vrai que sur le plan de la direction du pays, on manque un peu d'autorité. Regardez, on n'a pas les... Il ne parlait pas des Républicains, là, plus que de la direction. Les Républicains, il va y avoir une compétition, les primaires, pour choisir le candidat. On verra bien comment ça se passe. Nicolas Sarkozy est un homme pressé, il le démontre, donc il a fait un peu... présenter ses vœux un petit peu en avance. Oui, effectivement, très en avance. Il est pressé dans des coups, donc je pense... D'accord. Judith Vintraube, à votre avis, fait allusion à quoi? Il souhaite aussi que les Français, les enfants, puissent rester français.
Enfin, je sais pas ce que Il souhaite que les Français puissent rester français. Oui, c'est des vœux. Là, vous avez pris le petit extrait politique. Je pense sur ses vœux à lui. Il se souhaite de l'autorité. Voilà, c'est ce qu'il se souhaite pour lui. L'autorité. Tout à fait. Il se souhaite de l'autorité pour mettre de l'ordre dans une famille. C'est une petite allusion à Nathalie Kosciusko-Morizet. Ça c'est fait. Ça c'est fait, oui. Alors à tous les autres. Il a cassé la case. Non, à tous les autres. Non, mais c'est vrai que la primaire va provoquer une compétition, donc des rivalités, donc des désaccords, d'où la discussion qu'il y a eu sur le calendrier. Non, mais le reste des vœux étaient des vœux quand même très centrés sur l'identité de la France. Avec une caresse dans le sens du poil aux électeurs catholiques, avec sur le sens de Noël, de la famille. Oui, dont il explique que que ça dépasse le religieux pour être culturel. Enfin, c'était des vœux très Noël. François Fillon, vous disiez que c'était très en avance, mais François Fillon aussi a grillé la politesse aux autres. Il a fait ses vœux sur Facebook. Alors lui, il a eu une pensée pour les chrétiens d'Orient. C'était plus politique et géopolitique. Nadège Abon-Mongolie, ça vous choque que Nicolas Sarkozy grille la politesse, notamment au président de la République, et qu'il présente ses vœux déjà une semaine avant tout le monde? Avec Nicolas Sarkozy, on peut s'attendre à beaucoup de choses. Il n'y a plus grand-chose qui choque. Après, c'est une manière aussi de se faire remarquer, pas seulement à l'égard du camp adverse, mais aussi par rapport à ses concurrents directs au sein des Républicains. Voilà. Et puis, en revanche, la continuité sur cette ligne autorité-identité, bon, il n'y a aussi rien de nouveau. Je ne suis pas sûre que ce soit de nature à être apaisant ou positif pour l'avenir. Bernard Vivier, il n'y a pas un mot sur l'emploi. Hein. Vous en pensez quoi de ces vœux de Nicolas Sarkozy? Ce sont des vœux qui affirment effectivement déjà une campagne primaire à l'intérieur des Républicains. Donc bien évidemment, on est déjà dans très la course. formaté, très ciblé, bien sûr. N'enlevons pas aux dirigeants politiques un peu de sincérité malgré tout. Alors nous, on réveillonne ensemble. En tout cas, on fait le début de réveillon ensemble. Et donc, on va distribuer des cadeaux, pourquoi pas. C'est Noël ce soir. On vous a demandé de réfléchir à qui vous aimeriez donner un cadeau virtuel, évidemment, dans les personnalités qui sont dans l'actualité, évidemment. Philippe Dominati, vous avez choisi qui? J'ai choisi Christine Lagarde. Pourquoi? Parce que Pour d'abord, l'encourager? c'est une Française qui réussit sur le plan international. Deuxièmement, elle incarne en partie la société civile. Troisièmement, elle a occupé des responsabilités ministérielles importantes pendant longtemps. Et finalement, au moment où on critique beaucoup l'action passée, j'entends très peu de critiques sur ce ministère qu'elle a exercé. Et puis quatrièmement, elle a une mauvaise nouvelle ces derniers temps. Elle a instrumentalisé, comme beaucoup de personnalités politiques de nos pays, par la justice. Et donc, c'était peut-être l'occasion de lui envoyer un message amical particulière. D'accord. Nadège Abon-Mongolie, à qui vous donnez un cadeau ce soir? Alors moi, je donne un cadeau à Lassana Bathily, le héros de l'hypercachère, qui a permis quand même que le bilan soit moins lourd. C'est un jeune, il a montré la solidarité, du courage. Et puis je trouve qu'aujourd'hui, à l'heure où on stigmatise beaucoup les musulmans, c'est aussi une manière de dire que la plupart ressemblent un peu plus à Lassana Bathily qu'à autre chose. Bernard Vivier, on a déjà une petite idée de votre cadeau de Noël, parce que vous avez déjà cité 3 personnes tout à l'heure. Oui, mais un cadeau, ça serait plutôt Myriam El Khomri. Ah! Elle est nouvelle, elle est neuve dans le métier, on la critique un peu pour ça. Eh bien justement, elle a besoin de s'épanouir politiquement, elle a toutes les qualités pour ça, et le cadeau c'est confiance, elle a des qualités. On boucle la boucle, on revient au thème du chômage. Ça vous plaît, un cadeau à Myriam El Khomri, ou qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas? Moi, j'avais pensé plutôt à François Hollande, auquel je voulais offrir une boussole. Parce qu'il a totalement changé de cap dans le domaine régalien, en intégrant la déchéance de nationalité pour les binationaux nés en France à la révision constitutionnelle. Et ce cap-là, j'aimerais bien qu'il le garde, donc une boussole serait utile. Alors, une boussole pour François Hollande. C'est vrai qu'en plus, vous avez choisi la personne à qui vous donniez un cadeau. Et le cadeau, effectivement. C'est vrai qu'on n'a pas demandé quel cadeau vous offririez à qui. Donc voilà, vous avez chacun choisi vos personnalités politiques. Ils seront touchés sans doute par vos attentions s'ils nous regardent. Sans doute, sûrement. Alors moi, j'avais choisi également Christine Lagarde uniquement parce que c'était l'une des rares personnalités à prôner une politique libérale. Mais comme ce soir sur ce plateau, je vois qu'on est un peu en majorité, j'avais un peu de peine à le dire. Mais donc, c'est aussi l'une des raisons qui m'avait incité parce que je crois qu'on en a un petit peu besoin. Et aux Français, vous souhaitez quoi pour ce Noël aux Français? Du boulot et de la sécurité. Du boulot et de la sécurité, vous? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce sont les 2 priorités aussi, Bernard Vivier? De la confiance en nous tous collectivement.
Et vous, Nadège? Également de la confiance en nous, collectivement, et puis de la chaleur. On en a besoin. Retrouver le moral. La chaleur. Alors justement, la chaleur, on en a, en tout cas côté température. Regardez, on va se quitter peut-être sur quelques images qu'on voulait vous montrer. À New York, il fait 24 degrés pour ce 24 décembre, ou 21 degrés, j'ai confondu les chiffres. 21 degrés pour ce 24 décembre, mais on fête Noël en short, en jupe ou en t-shirt, c'est quand même pas courant. Il pleut, mais pas un flocon de neige. En tout cas, voilà, c'est très léger et très chaud pour ce soir de Noël à New York. Et puis, il n'y a pas de raison, il n'y a pas que les humains qui ont des cadeaux. Les animaux aussi, voilà, quelques images pour le sourire, pour terminer, de cadeaux qui ont été offerts à des animaux. Je ne sais pas si on les a en régie pour les montrer. En tout cas, ils étaient contents, ces animaux, de recevoir des cadeaux de Noël, de la nourriture également. Voilà, c'était pour le sourire, mais il n'y a pas de raison. On a offert des cadeaux aux hommes politiques, pourquoi pas aussi aux animaux. Voilà. Bon appétit si vous êtes à ta bon réveillon de Noël, évidemment, à tous nos téléspectateurs. Merci à vous quatre d'être venus réveillonner sur le plateau d'ITélé. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'est fini pour cette semaine, on ne va pas se mentir. Audrey Pulvar revient dès la semaine prochaine. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Noël et une très belle fin d'année. Belle soirée sur ITélé.